En 2003, il y avait près de 1600 grands barrages en construction dans le monde. Ces ouvrages, en principe, sont tournés vers le développement, mais ils sont critiqués pour les conséquences qu'ils ont sur l'environnement, la santé et les tensions politiques qu'ils peuvent engendrer. Alors nous avons regardé récemment des cartes du barrage des Trois Gorges en Chine. Eh bien aujourd'hui, nous allons étudier les projets turcs en Anatolie orientale. Voici la Turquie. C'est dans les monts du Taurus que le Tigre et l'Euphrate, qui sont deux fleuves majeurs au Moyen-Orient, prennent leur source. Ils offrent un très fort potentiel en eau, sur lequel la Turquie peut s'appuyer pour aider le décollage économique de l'Est du pays. En 1976, Ankara a donc lancé le GAP, projet de l'Anatolie du Sud-Est, et ce projet prévoit la construction sur le Tigre et l'Euphrate et les nombreux affluents de 22 barrages et 19 centrales électriques. D'ici 2010, les objectifs sont de produire 30 milliards de kilowattheures d'électricité, d'irriguer 1 700 000 hectares de terres arides et ainsi de développer près de 10% de la superficie de la Turquie. Sur les 22 barrages prévus par le GAP, 9 ont déjà été construits. Le plus grand d'entre eux, c'est le barrage Atatürk. Il a été achevé en 1992. Il mesure 454 mètres de haut et en taille, c'est le 6e barrage au monde. Alors, grâce à ces barrages, la Turquie a pu développer l'irrigation en Anatolie orientale. Un système de canaux depuis la retenue du lac Atatürk alimente en eau les plaines de Mardin et de Harran. La région de Harran est une zone aride, l'une des plus pauvres de la Turquie. Les paysans y ont toujours vécu de cultures sèches, blé, orge, lentilles. Eh bien, cette région aujourd'hui produit 2 récoltes par an de céréales, de coton, de légumes, de fruits. Et d'autres régions vont bientôt, à leur tour, être irriguées avec la mise en service du barrage de Birecik qui a été achevé en 2001. Les prévisions estiment qu'au total, d'ici 2010, le projet GAP assurera la construction de 7000 km de canaux d'irrigation, l'augmentation de la production en Anatolie orientale de 104% pour le blé, 388% pour le coton, 500% pour la tomate, et l'Anatolie pourra alors exporter ses produits agricoles. Les revenus devraient être multipliés par 5, 3,5 millions d'emplois devraient être créés, augmentant ainsi le niveau de vie des habitants et attirant investissement et tourisme. Bref, le paradis, ou en tout cas un enjeu économique majeur pour la Turquie. Car en contrôlant 28% de son potentiel en eau, la Turquie sera en 2010 autosuffisante, tant sur le plan alimentaire que sur le plan énergétique. Bien, mais il y a aussi des visées politiques. Car là, on est dans la zone de peuplement kurde de Turquie. Diyarbakir est considérée comme la capitale du Kurdistan turc. La ville a été, entre 1984 et 1999, le centre d'une lutte armée entre les combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et l'armée turque, faisant plus de 30 000 morts. La Turquie compte donc sur ces barrages du GAP pour régler la question kurde. D'abord, en offrant aux Kurdes une hausse de leur niveau de vie, donc une meilleure intégration dans la société turque, et puis ensuite de les diluer au sein d'une population à composante essentiellement turque, attirée là par ces nouveaux potentiels d'emploi. Bien, voyons maintenant les nombreux défauts de ce projet. Depuis le lancement du GAP en 1976, 400 villages ont été engloutis par les eaux, provoquant le déplacement de près de 200 000 personnes. L'exil de nombreux paysans qui cultivaient la pistache et l'olivier marque la fin d'une agriculture traditionnelle. Al-Fethi, le village natal du leader kurde Öcalan, n'a été qu'en partie submergé, mais sa mosquée du XVIe siècle sera à jamais perdue. Même chose d'ailleurs pour les vestiges de la cité de Zeugma, fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Séleucos Ier, qui était un des lieutenants d'Alexandre le Grand. La cité antique est aujourd'hui totalement sous les eaux, avec ses peintures, ses mosaïques, dans un état de conservation exceptionnel. Seuls les amphores, les vaisselles, les statues et quelques mosaïques de cette autre Pompéi ont pu être sauvés. Mais bon, que pèsent 5000 ans d'histoire face à des intérêts économiques représentant environ 32 milliards de dollars entre 76 et 97 pour ce projet qui est donc le plus lourd jamais réalisé en Turquie.
Voyons l'environnement maintenant. Le projet GAP contribue à l'augmentation des précipitations dans la région. Car autour des lacs de retenue des barrages, l'évaporation provoque des pluies plus fréquentes. Or, ce climat plus humide ne convient pas aux pistachiers qui ont besoin d'air sec. Sans compter les effets sur les écosystèmes de l'Euphrate, c'est-à-dire les problèmes de sédimentation ou d'eutrophisation, cette prolifération des algues que connaissent la majorité des grands barrages. Regardons maintenant les pays voisins, et pour cela, changeons d'échelle. Le Tigre et l'Euphrate se partagent entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Or, l'Euphrate n'est pas un fleuve à statut international. La Turquie peut donc stocker derrière ses barrages plus d'une année de débit de l'Euphrate, ce qui réduit les débits d'eau en aval, c'est-à-dire en Syrie et en Irak, posant les problèmes suivants. À son entrée en Syrie, le débit de l'Euphrate est de 830 mètres cubes seconde. En 1987, un accord bilatéral engage la Turquie à fournir à la Syrie un débit minimum de 500 mètres cubes à la seconde, dont 58% doivent être redistribués à l'Irak. Or, ces deux pays de l'aval estiment que les accords sont obsolètes, le débit garanti est insuffisant pour leurs besoins d'irrigation et la qualité des eaux fournies est médiocre. Selon Damas, le GAP aurait réduit de 40% le débit de l'Euphrate en Syrie. Le problème, c'est que les besoins en eau en Syrie ne cessent d'augmenter. La population syrienne a plus que doublé entre 1970 et 2000, passant de 7 à 16 millions d'habitants. Et un rapport des Nations Unies estime que la Syrie pourrait connaître des pénuries d'eau d'ici 2025. Et puis la Syrie elle-même s'est lancée, elle aussi, dans des travaux d'aménagement. Elle a construit en 1973 le barrage de Tabqa sur l'Euphrate, qui produit 50% de l'électricité du pays et permet l'agriculture irriguée. Un autre barrage à Tikrin est en cours d'achèvement en amont pour assurer l'irrigation et fournir de l'eau aux grandes villes, dont Alep et Damas. Et comme la quasi-totalité de l'eau vient de Turquie, c'est donc le pays amont qui empêche le remplissage optimal du lac de retenue du barrage de Tabqa. En été, la production d'électricité est ralentie, d'où les coupures de courant, et il y a rationnement d'eau dans les villes. Pourtant, tout de même, quand on y regarde de plus près, tout ne repose pas sur le pays d'amont. Le faible débit de l'Euphrate en Syrie est dû au forage sauvage, aux méthodes dépassées d'irrigation et au réseau de canalisation qui est obsolète. Les pénuries qui s'annoncent en Syrie sont aussi provoquées par une mauvaise gestion des ressources en eau. Par exemple, le barrage de Tabqa n'irrigue qu'un tiers des terres initialement prévues, d'où la progression des pompages dans les nappes phréatiques pour couvrir l'augmentation des surfaces irriguées. Ensuite, dans les relations Syrie-Turquie, l'eau est un contentieux récent qui en masque sans doute de plus ancien. Car il y a cette vieille rivalité entre Turcs et Arabes, et ce sentiment de trahison éprouvé côté turc lorsque les Arabes, lors de la Première Guerre mondiale, viennent se battre contre les Ottomans aux côtés des Anglais. Il y a le vieux contentieux sur le Sandjak d'Alexandrette, aujourd'hui Iskenderun, cédé en 1939 par la France à la Turquie et que revendique la Syrie depuis. Et puis il y a naturellement la question kurde. Jusqu'en 1998, la Syrie a accueilli sur son territoire la base arrière du PKK, le mouvement autonomiste kurde. D'ailleurs, en 1990, la Turquie avait bien menacé la Syrie de lui couper les eaux de l'Euphrate si elle n'expulsait pas le chef du PKK, Abdullah Öcalan. L'eau est bien là, pour le pays d'amont, une arme stratégique vis-à-vis des pays de l'aval, Syrie, Irak, où le développement économique est très dépendant des ressources hydrauliques. Alors en aval, justement, avec les aménagements turcs et syriens, l'eau qui reste aux Irakiens est quasiment dérisoire pour couvrir les besoins en eau potable et en irrigation. On estime que les Irakiens récupèrent environ 100 mètres cubes d'eau à la seconde, soit 2 fois moins que ceux qui avaient été prévus. Cette eau est de qualité médiocre car elle est polluée par les engrais et par les rejets industriels et urbains venant de l'amont. Elle est aussi très salée, d'où la dégradation des sols. La pollution de l'eau contribue à l'augmentation des cas de fièvre typhoïde qui seraient passés de 2000 cas à 28 000 cas entre 1994 et l'an 2000.
Alors va-t-on vers des conflits à cause de l'eau au Moyen-Orient ? La Syrie et l'Irak demandent la reconnaissance du statut de fleuve international à l'Euphrate et une révision de l'accord de 1987, car il ne correspond plus à leurs besoins. Mais justement, on note que la Turquie s'est bien gardée de signer la Convention des Nations Unies de 1997 sur l'utilisation des fleuves internationaux, privant ainsi l'Irak et la Syrie de recours devant les juridictions internationales. D'ailleurs, il sera intéressant de voir si le nouveau régime irakien va vouloir renégocier ses accords hydrauliques avec les pays de l'amont. En fait, jusqu'en 1945, les pays favorisés étaient ceux qui dominaient les embouchures des fleuves. Ils en contrôlaient la navigation. Mais depuis 1945, la production d'énergie et le développement de l'irrigation ont donné plutôt l'avantage aux pays d'amont. Une guerre de l'eau semble peu probable, au Moyen-Orient en tout cas. D'après les Nations Unies, l'eau est aujourd'hui plutôt un moyen de coopération, même si les barrages suscitent des tensions auprès des populations ou sur l'environnement. La question du partage de l'eau se révèle souvent être un contentieux en plus ou à la place d'un autre contentieux masqué. Alors pour finir, juste cet élément de réflexion. Lors de la première guerre du Golfe, certains conseillers du président Bush senior estimaient qu'interrompre le cours du Tigre et de l'Euphrate pour assoiffer l'Irak n'était après tout pas moins moral et peut-être plus efficace qu'un embargo ou un tapis de bombes.